c'est Stéphane, votre ingénieur consultant en système d'information. Bonjour, c'est RLP Business. Aujourd'hui avec Julien Arquet de Global Bureau 24. Julien, bonjour, ça fait longtemps qu'on attend de faire ça ensemble là. Alors, Global Bureau 24, toujours l'équipe de Pascal Percheron. Oui, c'est un très bon ami depuis plusieurs années, oui. Voilà. Eh bien, explique-nous, qu'est-ce que c'est que Global Bureau 24 ? Alors, Global Bureau 24, c'est une société que j'ai rachetée maintenant il y a 15 ans, qui existe depuis plus de 20 ans, mais anciennement Cartridge World, le spécialiste de la recharge de cartouches d'imprimante. Nous avons racheté avec ma sœur Ninon, maintenant il y a 15 ans, sous l'enseigne Cartridge World. Et puis nous avons créé le concept Global Bureau, je t'expliquerai ça un peu plus tard, il y a maintenant 7 ans. En fait, on s'est affranchi de la marque Cartridge World. Et on a créé notre propre marque Périgourdine Global Bureau 24. Oui. Voilà. Donc il y a un dépôt de marque, il y a l'INPI, ça, on voulait en parler ensemble, il y a un concept, ça va venir, oui. Il y a une création locale. Voilà. C'est ça. Donc en fait, voilà, ça fait maintenant 7 ans. On voulait marquer notre ancrage dans le ciel périgourdin et prouver que nous sommes des acteurs locaux de la cartouche et de l'imprimante. Oui. C'est pour ça qu'on a rajouté ce 24 griffonné. Bien sûr. Voilà, et puis on est très content et on véhicule notre image de marque maintenant sur Périgueux et Bergerac pour l'instant. Et advienne que pourra. Okay. J'espère que ça continuera comme ça. Global Bureau 24, il y a marqué imprimante, copieur, cartouche, papeterie, archivage, dématérialisation, espace copie. Comme ça, on connaît au moins l'environnement, on sait de quoi on parle. Par contre, tu as des spécificités. Oui. Tu es à la fois, je crois, dans l'abonnement annuel et dans le recyclage. Oui. C'est bien ça ? En fait, le cœur de métier, c'est l'imprimante et les cartouches d'imprimante. Donc pour les particuliers, on va aller de l'imprimante grand public jusqu'aux multifonctions. Mais notre cœur de métier, c'est de vendre de la cartouche rechargée ou compatible à notre propre marque. On a imposé un cahier des charges aux fabricants d'origine, mais pour proposer notre marque alternative. Donc en fait maintenant, vous allez chez Global Bureau 24, vous achetez des cartouches d'imprimante Global Bureau 24 entre 30 à 50% moins cher que des cartouches d'origine, mais vous conservez la même qualité. Imprimante HP, bonjour, un petit coucou, voilà notamment. Oui, voilà. Et surtout, l'idée en fait, c'est d'arrêter, on est là, on est présent pour essayer de casser tous les amalgames que font les gens parce qu'ils ont des mauvaises informations, des grandes surfaces, des informaticiens qui se prennent pour des spécialistes. Voilà, qui vouent une admiration pour les consommables d'impression ultra chers en pensant que parce qu'on paye plus cher, c'est de meilleure qualité. D'accord. Ça fait 30 ans que j'entends ces arguments-là, et puis ces arguments qui sont obsolètes, je trouve maintenant. Ok. Donc, même qualité, 2 fois moins cher. D'accord. Même garantie, constructeur préservé. D'accord. Et par contre, vous avez un interlocuteur en local s'il y a un souci. Voilà, rien de plus. Donc ça, c'est le point de départ. Et si je m'abuse, ça repose sur une jurisprudence qui a établi que, en fait, le dépôt contre la contrefaçon ne pouvait être fait qu'à l'identique, mais qu'on ne pouvait pas empêcher quelqu'un de faire quelque chose d'un peu différent, mais il y a la même fonctionnalité. C'est bien ça, en fait. Ce qu'il faut... On peut proposer de la cartouche compatible, mais il y a le cahier des charges du fabricant d'origine à respecter. Voilà. Ce que n'ont pas toutes les cartouches compatibles. Non, mais à l'époque, Canon, Epson, HP ne voulaient pas. Ils appelaient ça des cartouches pirates. Et quelqu'un a démontré juridiquement qu'il était possible de le faire. C'est bien ça. À ton avis, comment ils gagnent leur vie, les fabricants d'origine ? Avec des imprimantes ou avec des cartouches ? Je ne suis pas en train de les défendre du tout. Moi, je suis en train de montrer le processus. Voilà, moi, c'est vrai. Je vais t'expliquer, en fait. Un fabrricain d'origine ne gagne rien en vendant une imprimante. Non, on a tous compris. Ils te la donnent, l'imprimante, d'ailleurs. C'est un peu comme les vendeurs de pétrole. Ils font de l'essence et ils gagnent leur vie comme ça. Voilà. C'est le même principe pour des fabricants. On a tous compris ça. Voilà. Avec les imprimantes à 49 €, mais le coût des consommables à plus de 100 €, les gens ne comprennent pas. Donc voilà, c'est. Mais tu jettes l'imprimante quand la cartouche est vide. Mais j'ai entendu ça il y a maintenant. Il y a quelques années, mais les fabricants ont fait une marche en arrière. En fait, ils ont mis maintenant des imprimantes avec des cartouches de démonstration. C'est-à-dire que tu te retrouves avec des cartouches qui font 10 pages. Et même si tu achètes une imprimante à 49 €,
Eh ben, même si tu dis je vais racheter une imprimante à 49 €, voilà. C'était sauvage. C'était vraiment indispensable parce que les pratiques étaient sauvages. Il fallait faire sauter le monopole. Oui. C'est chose faite. Oui. Donc maintenant, l'avantage que tu as toi, c'est que tu as trouvé une solution légale et fonctionnelle pour, de manière fiable, exactement, avec tout ce qui va derrière, proposer des alternatives aux cartouches des constructeurs. C'est bien ça, j'ai bien résumé. C'est ça. D'accord. Donc ça, c'était notre métier primaire, qui est toujours d'actualité. Bien sûr, bien sûr. Et puis un jour, on s'est dit, avec ma soeur, on dit, les gens achètent les cartouches chez nous, mais quand ils changent d'imprimante, ils vont ailleurs. Elle dit, pourquoi on ne commencerait pas à proposer, avec notre expertise, la vente d'imprimantes, mais en fonction du coût des consommables par la suite, quoi. Donc on a commencé à vendre des imprimantes pour les particuliers, de plus en plus. Puis après, on a dit, on va commencer à en vendre aux professionnels, sans contrat pour l'instant, à l'achat en one shot. Hein. Et puis on a commencé à se développer comme ça, on a acheté un magasin plus grand, et par la suite, on s'est dit maintenant, le marché évolue de l'imprimante, les entreprises, ils ne veulent plus s'embêter, on va leur proposer un forfait unique, où ils auront une mensualité par mois, comprenant la machine, les consommables en illimité et l'entretien de la machine. D'accord. Demain, tu as une ennui avec ta machine, t'appelles qui ? Personne. C'est d'ailleurs très pénible. Voilà. Mais oui. Donc nous, dans ce forfait-là, ça commence à partir de 19 € par mois pour une entreprise. Ils nous appellent autant qu'ils veulent. Julien, le scanner ne fonctionne pas. J'ai fait tomber l'imprimante, elle est cassée. Tout est pris en charge. D'accord. Tout. D'accord. Ok, donc en fait, mise en place d'une marque, une alternative légale. Bien une sûr. fois que le monopole des constructeurs et des fabricants est tombé, un système de leasing, d'annualisation ou mensualisation de services, avec y compris la maintenance. Exactement. Et là, en fait, on a tout fait GB24, Global Bureau 24. Ah non, et puis après, alors, par contre, les gens qui n'ont pas de besoin d'impression aussi intensive, plutôt que d'acheter une imprimante ou de louer une imprimante et tout, on a mis en place un service d'impression autonome au magasin. D'accord. Tu viens avec ta clé USB, avec ton téléphone portable, et on fait le service d'impression à la demande. Ok, donc tu es 30 rue Taillefer à Périgueux. C'est que ça. Tu es également 35 place Gambetta à Bergerac. Exactement. C'est un peu ce qu'on a à Bureau-Vallée, c'est-à-dire c'est un point d'impression. Alors attention. Pardon. Je dis ça parce que comme c'est à côté de chez moi, je vais là-bas avec ma clé USB et j'imprimante en noir et blanc ou en laser tout seul. C'est ça. Mais là, on a été plus loin encore. D'accord. On est les premiers en France à avoir développé une borne d'impression autonome. D'accord. C'est-à-dire que j'ai fait le constat, ça fait 1 an et demi que j'ai réfléchi là-dessus. Ça a vu le jour il y a 2 mois. Je me suis dit, il y a de plus en plus de monde qui viennent et ils ont leurs documents sur leur boîte mail, sur leur téléphone portable, un bordereau d'impression, un bordereau Vinted. Voilà. Et nous, on passe énormément de temps en magasin, les clients aussi, de dire comment je fais pour imprimer, j'ai mon téléphone et je ne sais pas comment imprimer. Ah bah écoutez madame, transférez-nous le mail sur notre boîte mail, on va le recevoir, on va l'imprimer, mais je ne sais pas envoyer les mails. Donc pour maintenant, une impression à quelques dizaines de centimes, tu passes ta vie. Ça. Hein. Ah oui. Des fois plus de 20 minutes. Ah bah oui, bien sûr. Donc en fait, pour simplifier ça, tu peux venir dans les 2 magasins, maintenant il y a une borne d'impression autonome, tu ne trouveras nulle part ailleurs, où tu viens, tu branches ton téléphone, où tu scannes un QR code, tu as ton fichier qui apparaît immédiatement sur la borne, tu payes, ça imprime. Eh ben écoute. Ça dure même pas 2 minutes. Ça c'est bien. Oui, ça permet au commerçant, s'il est occupé, de ne pas prendre du temps pour ça et le client de ne pas attendre. Voilà. Donc 2 minutes chrono, tu pars et ça te coûte 2 fois moins cher que si tu passes en caisse. Le but, l'idée c'était de faire le do it yourself, faites-le vous-même. Mais de dire, vous le faites vous-même, par contre vous payez moins cher, puisque vous le faites vous-même. Non, on en parle beaucoup dans RLP Business en fait. Hein. Le business, c'est aussi apporter du bien aux gens, c'est-à-dire de l'autonomie, simplifier et innover, créer. Et comme quoi, en France, dans le Périgord, on peut aussi inventer et créer. Complètement. Et ça ne signifie pas non plus avoir des moyens délirants pour inventer quelque chose. Non. Voilà, c'est un peu de bon sens commun parfois aussi. Alors par contre, comme je dis, on est spécialiste, on ne tourne que autour du domaine de l'impression. Et autour du domaine de l'impression, j'ai dit je vais essayer de me spécialiser là-dedans et d'innover dans mon propre métier. Et je parle, c'est mon credo. Voilà, je dis, moi je suis spécialiste que dans les imprimantes. Tu es l'héritier de la grande époque des copieurs. Bah oui.
quelque part. Hein, oui, il est vrai que le métier a beaucoup évolué parce que maintenant on n'a plus besoin, quand on vend un copieur, d'avoir un technicien, 2-3 techniciens pour l'entretenir. Tout est numérique. Il suffit d'avoir un technicien qui sache l'installer. Tout est connecté. Absolument. Il suffit de rendre le client intelligent et puis il saura tout faire, quoi. Ok. Alors, je voudrais aller un petit peu sur Julien. Julien Arquet, tu me parles de quelque chose qui... tu m'as parlé de 3 ans, 4 ans. Tu as commencé à travailler avant ça. Qui est Julien Arquet? Quel est ton parcours? Tu es passé par où? Dis-nous. Moi, je suis originaire de Charente. Je suis né à Soyaux. Donc un Charentais. Oui. Oh, c'est les copains, c'est juste à côté. Voilà. Moi, j'ai commencé à travailler à l'époque chez Cartridge World, j'avais 17 ans. Enfin, j'ai commencé à travailler, j'étais stagiaire. Hein. D'accord. Donc, j'ai commencé à la fin de mon bac, au début de ma première année de BTS. Un bac pro, normal le bac? Non, j'ai fait un bac informatique. D'accord. Alors, ça s'appelle maintenant bac STMG, qui est anciennement le bac G, quand il a été créé. Qui était gestion à l'époque. Gestion, voilà. Et qui après s'est développé en info. Voilà, il y avait 4 branches, le marketing, communication, G1, G2, G3. Voilà. C'est ça. Moi, j'ai pris la spécialité informatique, c'est ce qui me plaisait. Donc j'ai commencé en stage là-dedans, en stage d'observation. Je me suis dit, ça me plaît vachement ce truc. Donc après, j'ai dit, après ma première année de BTS, j'ai proposé au patron de le faire en alternance, continuer mon BTS en alternance. Donc très vite, tu voulais travailler en fait. Ah oui. D'accord. Études théoriques, non, tu voulais rentrer dans le concret, tu voulais être indépendant, autonome. J'avais cette, comment dire, j'avais envie de partir de chez mes parents, mais de gagner ma vie, mais de ne pas léser mes études en fait. Ah, tu voulais t'envoler, mais tu voulais continuer d'évoluer. Et du coup, j'ai fait ça jusqu'à ma licence informatique que j'ai fait en alternance. Tu as fait une licence d'informatique? Oui. D'accord. Ah oui, on dirait pas comme ça des fois. Non, j'ai enseigné en licence d'informatique, c'est pour ça que je te demande. J'ai fait une licence d'informatique. En quelle année comme ça là, Eh ben, moi, j'ai eu mon bac en 2007. Oui. Donc tu comptes 2 ans après, donc en 2010, 2011. Oui, donc tu as fait du Meurice, tu as fait du SQL, tu as fait un peu de C, du PHP. Ce que je n'aimais pas du tout. Oui, d'accord. Pourquoi tu l'as fait? C'était pas ça. Parce que pour avoir la licence, on est obligé de passer par là. Pourquoi tu voulais faire la licence? En fait, moi, ce qui me plaît dans l'informatique, c'était installer, on appelle ça du hardware. Voilà. Le hardware, c'est mettre. Mais fallait faire réseau, t'aurais été à 4 pattes sous les étagères. On est obligé d'en passer par développer des codes. En fait, j'avais cette image. Ce qui me plaît dans l'informatique, c'est d'aller dépanner les gens, d'installer les nouvelles. Mais j'avais cette image-là de l'informaticien geek qui développe des lignes de code et c'est ce que je voulais pas faire, quoi. Le dev, c'est pas ça, hein. Le dev, on a toujours cette image-là. Moi, j'ai cette mauvaise image-là. Oui. Voilà, donc j'ai voulu faire installer. C'est pour ça que je me suis tourné après vers le monde de l'impression, parce que c'était vraiment de l'installation physique, connexion physique. Et toi, tu es un informaticien qui a mal tourné parce que tu as fait du business. Oui, c'est ça. C'est ça. Voilà, en fait, c'est ça le truc. Voilà. Bon, on y vient. Voilà. Donc j'ai fait ça. Pendant 3 ans. Après, si je racontais ma vie, j'ai voulu continuer, mais le patron n'était pas en période d'embauche à l'époque. Oui. Donc j'avais ma fille qui allait naître et tout. J'avais 23 ans. Oui, c'est ça, 22 et demi à l'époque, 22 ans, 23 ans. Et donc, il fallait bien que je travaille. Donc, j'ai fait un CAP peintre en bâtiment. De la licence informatique, t'es passé... Ah oui. J'ai voulu apprendre un métier. En 2010, ça n'embauchait pas l'informatique? Là où j'étais, si, mais comme je te dis, voilà, j'avais pas envie de faire du développement d'applications, de la ligne de code. J'avais envie d'aller à l'extérieur, de vendre. Il y a de l'argent pourtant. Hein. Mais l'argent ne fait pas tout. Oui. L'argent ne fait pas tout. Je peux comprendre, mon choix de carrière n'a jamais été basé sur l'argent. Je peux comprendre. Voilà. Mais donc, après, j'ai dit, je vais faire un CAP peintre en bâtiment chez Jean-Michel Lavaux. Donc, il m'a fait confiance. Ça m'a plu. D'accord. Pendant 2 ans, j'ai fait ça. J'ai fait le concours de meilleur apprenti de France 2 années de suite. J'ai été médaillé 2 années de suite, médaille de bronze. Et après, écoute, on va dire que c'est la vie qui a fait ça. J'ai été revoir mes anciens collègues, on a parlé. Il me dit, nous, on vend la société. À cette époque-là, en 2013, ouais, c'était ça, en 2013, j'ai tout eu la même année. J'ai ma mère qui est décédée d'un cancer généralisé. J'ai perdu mon boulot. Ah. J'ai passé des entretiens d'embauche, ma voiture a explosé. Les emmerdes arrivent en escadrille, c'est toujours comme ça. Mon fils, parce que j'allais avoir un deuxième enfant, donc mon fils il est né à 6 mois de grossesse, donc il était très grand prématuré, il est né à Bordeaux en catastrophe. Beaucoup de stress. Voilà. Et bien à la fin de l'année, j'ai dit moi je vais me mettre en indépendant, on a racheté. Madame est restée quand même? Ah oui.
Bien. Oui. Bien. Et donc... faudra en tirer des conséquences, parce que bon... et donc par la suite, on a eu l'opportunité avec ma sœur d'entendre cette vente. Donc ça nous a tourné la tête. Je lui ai proposé, elle m'a dit on y va. Elle avait à l'époque, moi j'avais 24 ans, elle avait 21 ans. Donc on a fait le tour des banques, on a fait le tour des banques et il m'a dit tiens-toi bien, on avait 100 000 euros d'apport pour un budget à 200 000 euros, donc on avait 50% d'apport perso. On a eu 9 sur 10 banques, on a eu 9 refus parce que trop jeune. Tu avais quel âge d'ailleurs? J'avais 25 ans. Et tu avais déjà 100 000 de cash en fait, avec le décès de ma mère, elle m'a été fonctionnaire d'État. D'accord, ok. Voilà, oui, ça a eu un apport familial contraint, d'accord. J'aurais pu. Oui. Pendant quelques années, vivre tranquille, à rien faire, dépenser de l'argent. Oui, parce que l'argent s'évapore, il ne reste rien. Oui, mais c'est ridicule. Tu sais, t'en as beaucoup qui touchent une somme d'argent et qui bouffent tout. Mais nous n'avons aucune éducation financière en France, donc effectivement, beaucoup de gens vont gaspiller. Et donc nous, on a tout réinvesti, c'est-à-dire qu'on a, comme on dit, on a pris énormément de risques. On s'est dit si on investit tout, on va tout perdre, on pourra toujours vivre, mais on n'aura plus d'héritage familial. Donc on a tout investi, notre héritage familial, avec ma sœur cadette dans la société. Donc c'était un investissement humain énorme aussi, parce qu'on s'est dit... tu jouais ta vie quelque part. Ça, on l'oublie de le dire, mais l'entrepreneur joue son existence, joue son patrimoine. Eh bien oui, on n'avait plus rien du tout. Absolument. Voilà, on était locataires tous les deux, donc on n'avait même pas d'apport pour une maison. Donc on a fait... on est content, parce qu'on a bien fait progresser la société, tu vois, en l'espace de un peu moins de 15 ans, on a fait x8. Donc on est content. En étant sympa avec les gens, les accueillant, les renseignant. Voilà, et t'as volé personne? Comment? Et t'as volé personne? Non, parce que j'ai plein de discussions à l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu penses de ces gens qui veulent prendre tout l'argent pour eux, tout ça et tout? Je dis non, vous n'avez pas compris les enfants. Non, mais l'entrepreneuriat, c'est pas ça. L'entrepreneuriat, c'est aussi pour réussir à être propriétaire, pour avoir son espace, ne pas dépendre de quelqu'un. De toute façon, moi, j'ai ma grand-mère, je vais te dire quelque chose. C'est pour se libérer de contraintes aussi. L'entrepreneuriat, on le voit comme un escroc, un capitaliste qui va avoir un requin qui va penser qu'à l'argent. C'est très français, ça. C'est très français. C'est très français. Mais ma grand-mère, qui était socialiste, je m'en souviendrai toute ma vie, m'a dit tous les gens au monde sont capitalistes. Pourquoi? Parce que tu achètes une maison, tu achètes une voiture, tu vas essayer de la conserver le plus longtemps possible et de faire prendre de la valeur. Bon, la voiture, c'est pas le bon exemple. Mais la maison, je comprends. Mais la maison, l'immobilier, c'est parfait. C'est le véhicule parfait pour... Tout le monde a une petite part de capitaliste. L'entrepreneur, il ne faut pas oublier, moi j'ai toujours fait mes études et tout, on m'a toujours enseigné qu'une entreprise est là pour faire du bénéfice, sinon elle n'est pas vouée à exister. Non mais attends, dès qu'on dit bénéfice, les gens ont peur, mais là le bénéfice, c'est ta fiche de paye quelque part, le bénéfice, c'est la maison que tu vas acheter, c'est l'éducation de tes enfants. Mais moi j'ai jamais vu quelqu'un travailler pour la gloire de toute façon. Ah bah non, même ceux qui critiquent l'entrepreneuriat, généralement, eux... Mais c'est parce qu'ils ont l'image des commerçants, peut-être des années 70, 80, qui avaient une très bonne qualité de vie. Non, c'est qu'en fait, si tu veux, à la base du raisonnement, l'entrepreneuriat et autres est assimilé aux énormes structures qui faut pas oublier. C'est pas nous, ça n'a rien à voir. C'est la grosse différence avec 100 ou 200 ans, si tu veux, c'est qu'aujourd'hui, avoir son outil de production et, créer sa société, c'est aussi être quelqu'un d'origine populaire. Bien sûr. Et c'est la grosse innovation par rapport à 100 ou 200 ans en arrière. Après, comme tu dis, c'est très français. Le problème en France, comme on va dire, c'est pas un problème, c'est un état d'esprit. J'ai déjà entendu ça. Quand on n'y arrive pas, on est souvent envoyé une image de raté. Par contre, quand on réussit, on est un voleur. C'est comme ça, il n'y a pas de juste milieu. On n'arrive pas à... je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Qu'en dira-t-on? Aux USA, on dit à son... nous... quand j'avais mon entourage entrepreneurial, là quand j'étais expatrié, on avait tous une boîte à perte. Et dans la boîte à perte, c'est les choses que tu n'as pas réussi à faire, mais qui t'ont appris en fait à faire les autres trucs qui ont marché. Bien sûr. Oui, c'était comme une seconde chance. Absolument. C'est de l'expérience, tu prends de l'expérience. C'est aussi pour ça qu'il faut que, vu le nombre de pertes qu'il y a, que lorsque ça fonctionne, il faut que tu puisses avoir le résultat qui vienne pour toi, pour compenser tous les échecs que tu peux avoir éventuellement. De toute façon, moi je trouve que c'est ce qui est motivant dans l'entrepreneuriat, c'est d'arriver à essayer de faire croître. Après, c'est d'une satisfaction personnelle, il n'y a rien d'orgueilleux. Alors sociologiquement, ta famille était dans l'entreprise? Pas du tout.
Donc toi, tu es vraiment... Alors, on dit souvent, moi je suis parti de rien, mes parents étaient ouvriers. Moi, mon père, il est chauffeur poids lourd, et ma mère, elle était fonctionnaire à la poste. Donc, vous voyez, sociologiquement, dans l'émission, on constate que ceux qui ne sont pas issus d'une famille d'entrepreneurs, d'artisans, d'indépendants, perdent entre 5 et 10 ans. Par rapport à ce qu'il faut apprendre. Et en fait, c'est pas instinctif, on ne te l'apprend pas à l'école, il faut comprendre le langage administratif, il faut comprendre le langage de l'argent. Et comme on dit, et puis il faut essayer de ne pas tout dépenser. Il ne faut pas confondre chiffre d'affaires et salaire. Mais après, voilà, c'est comme je dis, c'est... Par contre, cela dit, je suis assez étonné parce que j'ai 3 enfants. Et mes 3 enfants m'ont dit que plus tard, par contre, ils aimeraient être à leur compte. Ils ont cette image-là de l'entrepreneur qui est libre, qui puisse s'organiser comme il veut. Bien sûr. Et puis, il faut pas se cacher. Ne pas être forcé à fréquenter des gens que tu n'aimes pas, c'est déjà une énorme réussite personnelle. Oui, c'est ça. C'est parfois même presque plus important que l'argent lui-même, tu vois. C'est Et l'avantage d'être indépendant également, bon, on se dit, plus on va travailler, normalement, plus on devrait gagner d'argent. Voilà, l'idée c'est de ne pas avoir de plafond de verre de rémunération et tout ça. Et c'est ce qui me plaît. C'est ce qui me plaît. Si je veux travailler, par exemple là, on le voit pas comme du travail, mais là le samedi, dimanche je travaille, mais ça me plaît parce que je travaille pour moi. Les Chinois le disent, il faut choisir un travail qui te plaît pour ne pas avoir l'impression de travailler toute ta vie. Moi c'est ça qui me plaît. On va repartir sur Global Bureau. Tu te fournis où? À La Roche-sur-Yon. Tu vas en Chine? Non. Tu as des containers de Chine qui arrivent, tu exploites des Vietnamiens dans des caves, explique-nous. Alors ce qu'il faut savoir, par contre, on a un fabricant chinois, un seul, c'est même pas chinois, il est à Hong Kong. Non mais il faut expliquer aux gens, tu vois, faut casser les préjugés, les clichés, allons-y. Tout ce qui est puce électronique pour les cartouches, là il n'y a que eux qui savent le produire, c'est eux qui l'ont inventé. De toute façon, donc, très bien. Donc il y a un monopole, donc on va chez les gens qui savent faire. D'accord. Cela dit, toutes nos encres, les cartouches, les étiquettes, enfin tout l'emballage, tout est fait à La Roche-sur-Yon. Voilà, c'est 100% vendéen et ça j'y tiens à cœur parce que c'est une région que j'aime énormément, la Vendée. Et tout est fait à La Roche-sur-Yon. D'accord. Voilà. Tout est 100% français, mis à part quelques puces que je commande en Asie. Les puces, les capteurs là, qui sont sur les cartouches, qui sont obligatoires, mais l'emballage de la puce, l'encre, tout est donc français. La chimie, tout est français, ce qui veut dire que tu n'as pas de transport à payer, tu génères pas non plus de carbone, la pollution. Ok. Global Bureau 24, vous êtes combien? Tu as des employés? Alors oui, je suis associé avec ma sœur Ninon, on est à Périgueux. Donc 2 gérants associés. Voilà. Vous avez des employés personnels? Oui, on a un salarié à notre magasin de Périgueux. Donc on est 2. À Bergerac, on a un salarié, Alain, qui est là depuis plus de 15 ans. D'accord. Bientôt, il va prendre sa retraite, le pauvre. D'accord. Enfin, le pauvre, surtout nous, parce qu'il va nous manquer dans 2 ans. Et on a un responsable du magasin de Bergerac, qui est mon beau-frère, parce qu'on travaille en famille. D'accord. C'est le mari de ma sœur. Ah, il y en a qui disent que c'est dangereux de travailler en famille. J'ai jamais vu les Asiatiques se plaindre pour l'instant. C'est une excellente réponse. Voilà. Non, nous on est très heureux et on avance bien. Après, beaucoup de gens disent que le passage au premier salarié est un cap. Oui. Moi, je voulais travailler en famille, je n'ai confiance qu'en ma famille. C'est peut-être un petit peu restrictif, mais après, on a un excellent salarié là. Et c'est pour ça qu'on va le regretter dans 2 ans parce que c'est quelqu'un de bosseur. J'ai jamais vu quelqu'un, même en étant malade, à vouloir venir travailler parce qu'il s'y plaît à son travail. Donc. Et maintenant, dans 2 ans, on va essayer de retrouver cet état d'esprit-là avec une personne de la jeune génération. Oui, de toute façon, une petite structure, quelque part, c'est une petite famille. Je veux dire, ce sont des rencontres, ce sont des aventures humaines. Bien sûr. Tu ne recrutes pas de la même manière une ou 2 personnes quand tu es une PME, TPE. C'est ça. T'es pas à la Poste ou t'es pas chez Dassault. Enfin, c'est pas la même manière, c'est pas la même ambiance du tout. En fait, moi, l'idée, c'est une entreprise familiale, c'est une aventure humaine. On n'est pas un numéro de dossier. On n'a pas la DRH ou le DRH qui ne connaît même pas. On mange ensemble. Il voit tout. Il voit quand ça va, il voit quand ça va pas. Quand on est tous dans le même bateau. Employé dans une petite société, tu as vraiment accès à tous les aspects de la société. Et puis on est polyvalent, on va vivre de l'aventure tous ensemble. C'est ça qui est super. C'est ça qui est super. Donc c'est pour nous, dans 2 ans on recrutera, mais ça sera pour à long terme. Voilà, c'est pas pour dire tu seras là 3 mois et bien au revoir. Non, c'est vraiment pour vivre une belle aventure. Non, c'est bien de voir effectivement ton parcours pour être entrepreneur, ce que tu as monté, ce que tu as fait, ce que tu as créé, ce que tu as déposé.
Global Bureau 24, c'est quelque chose qui va rester, s'étendre, se dupliquer, ou c'est quelque chose qui va être vendu pour assurer tes vieux jours? Comment tu l'envisages? Ça peut bouger, hein, mais aujourd'hui tu le vois comment? J'ai 37 ans aujourd'hui, pour l'instant. T'as du temps, t'as vraiment du temps. J'y ai pas réfléchi encore. J'avais réfléchi il y a 2-3 ans. Quand je vais à Dubaï. Non, c'est le... non, c'est pas une région qui me fait rêver. Pardon, c'est une caricature. J'avais réfléchi il y a 2-3 ans à ouvrir un magasin à Sarlat et tout. Et je me suis dit... il y a du monde à Sarlat déjà. Il y a du monde à Sarlat. Il y a une très belle entreprise qui est Bataillon, les frères Bataillon, qui sont très bien. Il y a informatique.fr aussi. Oui, mais ils ne sont pas spécialisés dans les imprimantes. Ils sont très généralistes. Voilà, et les informaticiens sont complémentaires à mon métier, mais chaque personne a sa spécialité. J'essaye de ne pas tout faire n'importe quoi. Voilà. Je voulais ouvrir une boutique à Sarlat, parce qu'on a énormément de clients à Sarlat, qui viennent de Sarlat à Périgueux ou à Bergerac. Et ils me demandent pourquoi vous n'ouvrez pas un magasin à Sarlat. Je dis, j'adore Sarlat, j'adore le Périgord noir, c'est vraiment une région où je pourrais même vivre. Oui. Cela dit, si j'ouvre un 3e magasin à Sarlat, il va falloir que je fasse ce que je n'ai pas envie de faire, c'est le triangle d'or, c'est-à-dire en voiture. Un jour à Périgueux, un jour à Sarlat, un jour à Bergerac pour faire du manager. Et j'ai pas envie d'être manager, j'ai envie de rester proche des clients. Voilà. Tu changes de métier. Le jour où tu commences à avoir plusieurs magasins, plusieurs enseignes, tu deviens gérant, gestionnaire, manager. Tu n'es plus au contact du client quelque part. Est-ce que j'ai envie d'être un gérant qui va juste uniquement relever le tiroir caisse? J'ai pas envie de ça, quoi. C'est un peu tôt peut-être. Ouais. Non, j'ai l'impression que tu aimes bien tes clients. Ah oui. Mais quand je fais une proposition, quand je vends une imprimante, c'est moi qui l'installe et c'est moi qui fais l'entretien. C'est ce que je dis. C'est ton client. Tu as une relation avec ton client. L'idée, c'est ta société tourne encore beaucoup autour de ta personnalité. Oui. Enfin, de ma famille, parce que... Oui, mais c'est encore, on va dire, la personne devant, les gens ils viennent et les gens, quelque part, ils achètent du Julien Arquet. Oui, c'est vrai. Donc c'est pas encore de la transmission que tu vas faire. Non, pas encore. Elle est encore attachée à ta personne. J'ai pas encore réfléchi à ça. Alors, je suis un homme de projet. Mais c'est très tôt. 37, c'est très tôt. Si je devais changer de métier, je me suis dit ça. Avec ma femme, l'autre jour, on en a parlé. J'ai dit, peut-être que dans 10 ans, 15 ans, j'aimerais changer totalement de métier. L'idée, ça serait moi plutôt de partir peut-être dans le sud de la France et d'acheter un camping où j'aurais changé, je sais pas. Oui, non, mais il n'y a pas que l'informatique et les machines dans la vie. Non, mais puis après, moi, je dis, c'est une aventure humaine, et puis, je sais pas. Peut-être qu'un jour, on voudrait être peinard, quelque part, c'est une possibilité aussi. Pour l'instant, je suis très heureux dans ce que je fais, je prends vraiment beaucoup de plaisir et tout. On va continuer comme ça, la progression elle est constante, on va continuer comme ça. Mais pour l'instant, c'est pas un projet de vendre, j'ai pas réfléchi. Par contre, je suis quelqu'un qui a quand même toujours des projets. Je pense que pour avancer, il faut toujours avoir des projets. Là, tu as des idées qui viennent, tu as des trucs, c'est secret ou des idées, si alors. Des idées, tu en as forcément. Oui. Des idées que tu vas mettre en place. Vraiment. Alors pas à Bergerac, parce qu'à Bergerac on s'est agrandi il y a déjà 3 ans, c'est très très bien, on est très heureux. Par contre c'est à Périgueux. Je cherche un local à acheter à Périgueux dans le centre-ville, vraiment l'hypercentre. Là on a, à l'heure actuelle à Périgueux, rue Taillefer, on a un magasin de 128 mètres carrés. Pour faire le projet que je voudrais, il faudrait le double, minimum le double. Ah quand même. Oui, parce que l'idée, ça serait d'avoir un vrai magasin. C'est pas que les cartouches, tu mets du matos, du vrai matos. On aurait un pôle imprimante, un pôle fourniture de bureau et un pôle impression. D'accord. Donc il nous faudrait un peu plus grand, vraiment pour faire un vrai magasin en centre-ville de fourniture de bureau, quoi. Ça serait super. D'accord. Donc je cherche aussi dans le mobilier, ce genre de choses. Exactement. Quoi. D'accord. Il y a peut-être de la place, ok. Globalbureau24.fr, Global Bureau BURO 24.fr. On écrit bureau un peu à la sauvage. À ton avis, pourquoi? Parce que c'est plus court et plus direct. Oui, puis regarde, ça éveille la curiosité. Oui, tout à fait. Voilà, l'idée c'est d'éveiller la curiosité. Tu sais, je suis quelqu'un d'atypique, j'ai pas envie d'être strict. Voilà. Tu es quelqu'un de très pris, ça nous a mis 1 an et demi pour que je puisse t'avoir en face de mon micro. Julien, merci beaucoup. Avec plaisir. Et à bientôt. Bientôt, merci. Au revoir. RLP Business. RLP. Radio libre en Périgord.